بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين. Donc le thème de ce soir, je vais parler en fait du coaching. Mais avant de traiter en fait ce sujet, d'abord je me présente. Donc je m'appelle Abdelrahim Taleb et je suis consultant au management international et supply chain management. Quand je dis supply chain management, donc en fait la gestion, je parle en fait de gestion des approvisionnements, surtout à l'international. Je suis titulaire en fait d'une maîtrise en management international et d'un master en commerce international et marketing industriel que j'ai obtenu pratiquement il y a 20 ans. Et j'ai parcouru plusieurs pays à titre d'information. Maroc, c'était le départ, la Belgique, la France, l'Espagne, la Malaisie et la Chine, en grosso modo. Je suis en fait gérant d'une société de négoce, trading business. Je m'occupe en fait de sa gestion de A à Z. Et en plus de ça, en fait, j'ai quelques petites affaires, y compris la pâtisserie et la boulangerie dans laquelle je me trouve actuellement. Et j'ai utilisé en fait de faire cette présentation comme ça pour qu'on se connaisse mieux. Et cette vidéo en fait à titre particulier, elle est destinée à mes élèves et à mes étudiants dans un établissement scolaire, là où j'ai été convoqué pour assurer le coaching en communication et management. Et d'après mes entretiens avec les élèves, surtout en fait les élèves du lycée, première année et deuxième année bac. Pour l'instant en fait j'ai pas encore traité avec ceux en fait la terminale. Et ils m'ont parlé en fait de leurs besoins en termes de maîtrise des techniques de communication et de prise de parole en public. Tiens, je me suis dit c'est une très bonne idée et puis j'ai réfléchi, j'ai utilisé en fait de parler en fait de ce thème. Et là où je me suis basé en fait sur les résultats et les fruits de recherche académique de deux universités américaines, Stanford et Minnesota. Et là en fait je passe directement au thème. L'atelier en fait c'était un atelier interactif sur le thème de la communication et de prise de parole en public. J'ai subdivisé en fait le thème en deux axes. Le premier axe, la définition de la communication, dans l'objectif d'initier mes étudiants et mes élèves au principe de la communication, son importance et d'abord de savoir de quoi il s'agit. Deuxième sous-thème, c'était la prise de parole en public, là où j'ai traité en fait les difficultés liées au contexte, les techniques de prise de parole en public de manière spontanée, parce que c'est ça le plus important, et on a donné en fait des exemples et des simulations. Bon, pratiquement on ne respectait pas alors, parce que quand en fait il s'agit en fait d'une audience un peu, je dirais pas perturbée, mais bon, étonné et en même temps initié à ce genre de thème pour la première fois. On n'a pas respecté l'ordre. Mais bon, j'ai commencé d'abord avec une simulation, donc en fait, j'ai mis en fait dans le bas direct. Je leur ai demandé en fait de parler, de répondre à quelques questions. D'abord nom, prénom, âge et aussi leur plat préféré, leur sport et loisirs préférés et leurs ambitions. Parce que ce genre de questions va nous aider en fait d'abord à voir comment ils se comportent en situation de prise de parole au public et de manière spontanée et directe. Et puis pour dresser un profil pour l'étudiant, pour l'élève, avant de choisir en fait son option d'études universitaire à laquelle il aspire. C'était ça en grosso modo. Et là en fait je souligne l'importance en fait de cet exercice, parce qu'en fait j'ai décelé pas mal de choses qui sont très importantes. J'ai appris beaucoup de choses sur ces étudiants, sur ces élèves, leur lecture, leur hobbies, leurs loisirs. Et ça me permet en fait d'avoir une idée sur leur profil, comment ils se projettent dans l'avenir, s'ils ont des ambitions, s'ils ont fait des problèmes avec
avec leur entourage. Et j'ai remarqué que les parents sont invités en fait à faire attention à leurs enfants. Quand je dis faire attention, c'est pas les poursuivre et puis les harceler, non, 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 pas du tout. C'est pas mon objectif. Mais je vous donne juste un exemple. Par exemple, quand j'ai parlé en fait à une fille très sympathique, elle m'a dit ouais, elle fait des lectures sur la spiritualité. Je lui ai dit quel type de lecture? Elle me dit ouais, sur la spiritualité et les exercices de yoga. Et là, il faudrait faire attention parce que le yoga, c'est un rituel de la religion, de l'hindouisme. Et comme on dit en arabe, pour arriver en fait à un grand stade de concentration, je conseille en fait mes élèves à prendre l'exercice de la prière. Parce que la prière déjà, comme on dit en arabe, salah, ça vient de Sela. Et Sela, c'est le lien entre Allah, Dieu, et ses serviteurs. Donc on s'engage dans cette prière, on évoque certaines choses et on suit un cheminement et on se concentre pour arriver en fait à ce grand stade de concentration et de communication avec Dieu. C'est juste en fait une parenthèse, j'ai ouvert et je vais fermer. Donc passons à autre chose. J'ai procédé à la technique du brainstorming, la communication. Quand je dis communication, quels sont les termes et les mots qui viennent à l'esprit? Peu importe. Et j'ai trouvé en fait j'ai constaté que les étudiants ont une idée sur la communication, mais pas de manière ordonnée. Et là, c'est mon objectif, c'est de mettre de l'ordre au niveau de ces idées. Donc la communication, comme d'où vient en fait la racine latine communicare, qui veut dire partager, diffuser et banaliser des informations. Et c'est un process. Et ce process en fait, il n'est pas compliqué, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a 8 facteurs en fait qui interviennent au niveau de ce process, qui sont la source. La source, c'est la personne qui émet le message et qui essaie en fait de formuler son message et ses idées, qui essaie en fait de formuler en fait ses idées sous forme de message. Et pour cela, il faudrait en fait apprendre à prendre la parole en public et puis respecter cet ordre. Et puis il y a le message. Le message pourrait être fait de manière écrite, orale. Il y a plusieurs manières. Et puis il y a le canal. Le troisième facteur, donc c'est le canal. Le canal, ça pourrait être en fait audiovisuel, via la télé, comme je le fais actuellement en fait, même via mon smartphone, ou oralement, ou par écrit. Et puis il y a le receveur. Le receveur lui-même, c'est-à-dire en fait la source, la personne qui émet le message pourrait devenir receveur, et vice-versa. Donc source, receveur, source. Donc le message, il est reçu par le receveur et puis analysé. Et quand il est analysé, donc le receveur, il émet donc un autre message, un autre avis. Et puis il y a ce qui est le feedback, c'est le 5e élément. Feedback ou la réaction du receveur. Elle est comment? Par exemple, quand un manager commercial s'entretient avec ses commerciaux, il essaie en fait d'expliquer son plan d'intervention, d'attaque pour distribuer par exemple ses produits. Et on voit par exemple que les hommes et les femmes qui sont sur terrain donc vont en fait communiquer soit leur accord, sinon leur désaccord. Donc tout dépend en fait de la manière avec laquelle il va défendre. Nous, là il s'agit en fait de ne pas avoir raison ou tort, mais juste en fait de communiquer. Et après la technique, et c'est la technique en fait qui va l'aider en fait à les convaincre. Et c'est à eux aussi en fait d'émettre un autre avis, que ce soit en accord ou en désaccord. Il y a aussi en fait l'environnement, l'atmosphère psychologique, physique, les éclairages, les tables, l'environnement comme il est par exemple. C'est-à-dire en fait dans quel endroit, dans quel environnement en fait on est en train d'émettre ce message. Et le contexte. Quand je dis le contexte,
Le contexte est très important. Il faudrait le prendre en compte. Parce que ça pourrait jouer en fait de très mauvais rôles à la personne en fait, qui essaie de communiquer ou à la source. Genre par exemple, si par exemple une femme se présente dans une cérémonie funéraire, elle va pas se présenter par exemple avec un aspect vestimentaire joyeux, avec des couleurs vives. Non, pas du tout. Il faudrait prendre le contexte en compte. C'est très important. Très important. Et finalement, donc, numéro 8, ce sont les interférences. Les interférences, c'est tout type d'hostilité, que ce soit sous forme d'avis ou de bruit, qui pourrait en fait mettre en péril ou freiner en fait le message, ou perturber en fait le process. Donc c'était ça en fait le premier axe. Alors pour le deuxième axe, qui est en fait le socle en fait de mon intervention, c'est le thème de prise de parole en public et les techniques. Là je vais passer direct aux techniques en fait. Les techniques en fait elles sont 6 pour résumer. Première technique, il faudrait en fait apprendre à gérer son stress. Et avant de gérer, on reconnaît qu'on est stressé. Les symptômes du stress sont différents. Il y a certains qui transpirent, d'autres qui ont des maux d'estomac. Imaginez par exemple un président de conseil d'administration qui va donner, par exemple, qui va faire un speech devant les membres. Et là, il doit faire attention à ces mots. Et il y a des présidents et des PDG qui payent des milliers et des milliers de dollars pour maîtriser un peu ce genre de technique. Ils font des stages, croyez-moi. C'est pas du tout évident. Donc on reconnaît qu'on est stressé, on lâche un petit sourire et on respire de manière profonde, deep breath, comme on dit en anglais, et puis hop, la salle et l'audience en fait, elle adhère en fait à ce genre de reconnaissance et elle va le prendre en compte. Il le faut, parce que si vous êtes crispé, vous restez crispé, que vous ne dégagez pas ce stress, vous le gérez mal. Les autres aussi, ils vont se désengager. Donc si vous êtes en confort, vous allez mettre les autres en confort, tout simplement. Deuxième technique, c'est recadrer la parole et passer en fait d'un style performance à un style conversationnel, c'est-à-dire question-réponse. Évitez en fait le jargon technique. Et même si vous adoptez donc un jargon technique, il faudrait en fait le simplifier. Et toujours essayez en fait d'impliquer votre audience. Je vous donne par exemple un simple exemple. Pourquoi les médecins au Maroc, par exemple, en fait, ne communiquent pas avec leurs patients? Parce qu'ils ont fait leurs études en français. Les mots techniques sont en français. Et le patient, il ne parle que l'arabe. Et même s'il parle français, même s'il est francophone, mais il est limité. Parce qu'il ne maîtrise pas en fait les mots techniques de la médecine et de la science. Et là, il y a un grand problème. Je vais encore ouvrir une autre parenthèse. J'ai posé une question à mes élèves, je leur ai dit, les pays les plus industrialisés, qui sont 8 par exemple, ou 10, sans exception, ils font leurs enseignements, en fait en langue maternelle. C'est-à-dire les Américains en anglais, les Anglais aussi, les Allemands en allemand, les Japonais en japonais, les Français en français, les Italiens en italien, même les Turcs, ils le font en turc, et même les Iraniens, ils le font en perse, farsi. Donc il n'y a pas de secret. Si vous voulez qu'une nation renaisse et se développe, c'est avec sa langue, c'est pas avec la langue des colonisateurs. Ce qui est le cas pour le Maroc. On est conscient de ce genre de problème. Et surtout pour notre pays maintenant qui est devenu maintenant une force géopolitique et un partenaire inéluctable pour les pays africains. On ne va pas le faire en français. Croyez-moi, on ne va pas le faire en français. Parce qu'il y aura toujours, et la France aura toujours des rôles à jouer. Elle va sauter dessus. Donc, soyez-en sûrs et certains. Et donc là, notre bureaucratie, comme à l'époque des années 50, notre bureaucratie en fait, qui s'est cristallisée, qui a fait ses études en France, on était obligé en fait, de parler, et jusqu'à présent, on est encore obligé de parler en français. Même les factures, par exemple, d'électricité, nos traitements, ce qu'on fait jour et nuit, c'est en langue française.
à côté de l'arabe bien sûr. Et là, j'ouvre la parenthèse. Actuellement, nous avons une élite qui se cristallise, qui a fait ses études en Angleterre et en Amérique, et essaie en fait à virer vers la langue anglaise. Je trouve que c'est une solution intermédiaire, c'est pas mal, mais on néglige pas en fait sa langue natale, qui est la langue arabe. C'est très important, parce qu'on traite avec des gens, et ces gens-là ils sont arabophones. Si vous prenez par exemple un technicien de bâtiment ou un maçon, s'il traite par exemple avec un ingénieur en génie civil, vous voyez qu'il va comprendre ce qu'il dit. Et ce technicien de bâtiment, il maîtrise très bien son process. Et c'est là où il y a le problème. L'autre, il va se dire, tiens, pourquoi celui-là il ne parle pas en arabe? Là, il va lui mettre en fait les bâtons dans les roues. Et l'autre, il reste en fait dans son pic. Il se dit, non, moi je suis en fait étudiant à Polytechnique Paris, donc je parle seulement en français. Donc je suis pas obligé en fait de parler en arabe. Et c'est là où il y a, parce que c'est un problème de communication à cause de la langue. Et ça nous ramène en fait à cette technique, passer du style performance au style conversationnel. Donc j'engage une conversation, question-réponse, et j'essaie donc de simplifier, d'adopter donc un langage, la troisième technique, donc un langage qui n'est pas distancié, un langage qui est conversationnel. Ça c'est la troisième technique. Donc le médecin déjà en fait quand il parle, il évite en fait de parler à son patient, il ne lui explique pas. Donc là, au niveau de cette relation médecin-patient, déjà ça passe pas. Ça passe pas parce que le médecin il n'explique pas, il n'éclaircit pas la situation comme il le faut. Et surtout avec la langue du patient. C'est très important. Il ne le fait pas. Puisqu'il ne le fait pas, il ne peut pas le faire. Donc là, il a des problèmes. Il a des problèmes avec son patient dès qu'il est méfiant, il perd confiance en lui. Et puis le traitement qui lui sera en fait prescrit, peut-être il va réussir, peut-être pas. Pourquoi? Parce que au niveau psychique, le patient n'est pas dans une zone de confort. Il n'est pas dans une zone de confort. Ouais. À cause de la langue. Je le dis encore. Et pourquoi? Parce que le médecin il n'est pas conscient de cette technique que je viens d'évoquer. Je passe du style performance au style conversationnel. C'est très important. Donc la quatrième technique, je passe direct, dans notre démarche, quand on expose par exemple un thème, on a par exemple un thème qui est subdivisé donc en cinq sous-thèmes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, jusqu'à ce qu'on arrive à la cinquième étape. On est en train de traiter au niveau de la première étape. C'est pas quand je traite au niveau de la première étape, je pense déjà en fait à la cinquième étape. Là, je vais griller toutes les étapes. Et je vais rater la première étape et je n'aboutirai pas en fait à la cinquième étape. Donc il faudrait toujours rester orienté vers le présent. Et aller petit à petit, doucement. Pourquoi, comme disent les Espagnols. Cinquième technique, c'est une technique qui est connue. Donc on réchauffe en fait notre voix, on se prépare. Quand on a un mot par exemple à faire, et l'activité physique elle est très importante. Quelques coups de pompe par exemple pour les hommes, sinon en fait manger du chocolat. Et l'activité physique en fait elle fait sécréter de la dopamine, c'est très important. Surtout pour les gens qui sont sportifs, ça les aide à déstresser, donc à gérer leur stress. D'autres qui peuvent manger du chocolat, ils sont libres, boire de l'eau, c'est bien. Et d'autres qui peuvent par exemple lire du Coran par exemple. Comme on dit dans un verset, Dieu a dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, la quiétude. Sixième technique, c'est la dernière. C'est une technique qui stipule la structuration des informations. C'est-à-dire en fait, je mets en fait mes informations sous forme de structure. Les informations doivent être structurées. Et je suis en fait deux modèles. Le premier modèle, c'est je présente mes informations sous forme soit de problème, soit opportunité. Première étape. Deuxième étape, la solution. Troisième étape, le rendement. Qu'est-ce qui va gagner par exemple l'audience à vous écouter et à vous prêter attention. Genre par exemple, j'ai un stylo à vendre, je pose en fait l'opportunité, je démontre l'opportunité à acheter ce stylo et la solution qu'il offre.
et puis le rendement, ce que je vais gagner. C'est du marchage. C'est du marchage. D'ailleurs, le diable, Satan, il fait ça. Et les prophètes aussi, ils le font pour convaincre les disciples en fait à suivre le chemin, le bon chemin et le chemin droit. Donc, il vous montre problème, opportunité, solution et le rendement, ce qu'on va gagner. Sinon, il y a un autre modèle qui est le modèle, en fait, moi je l'appelle la méthode des 3 W. 3 W's. W, what, so what, and what. Quand j'ai dit what, ça veut dire quoi? Je définis la chose. Deuxième chose, je dis so what. Donc, c'est pourquoi en fait je parle de cette chose. Et le troisième what, c'est what is the technique. C'est quoi la technique? Donc, à travers ces questions, vous allez certainement capturer en fait l'attention de votre audience. Je vous dis, la prise de parole certainement, c'est pas quelque chose d'évident, mais avec le temps, on s'y exerce et on arrive en fait à maîtriser en fait. Donc le process. Donc je vous invite donc à être conscient du process de communication dont on a parlé tout à l'heure, et puis maîtriser en fait ces 6 techniques. Et pour conclure, je vais vous dire une petite remarque. Il faudrait rester, comment dirais-je, il faudrait être réactif, c'est-à-dire think fast and talk smart. Je réfléchis rapidement et je réagis. Hop, et c'est un exercice à faire. Je m'y exerce. Et il n'y a pas mieux qu'un verset coranique avec lequel je vais clôturer. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Merci pour votre attention et je vous souhaite une agréable soirée. Merci bien, au revoir.